Bonjour Michel Barnier. Bonjour. Vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères, notamment ancien commissaire européen. Vous êtes le conseiller Europe international de la candidate des Républicains, Valérie Pécresse. Samedi prochain, elle va tenir son dernier grand meeting, porte de Versailles. Il y aura un absent de taille, ce sera Nicolas Sarkozy. Un seul être vous manque? Il y aura beaucoup de gens, il y aura des milliers de militants, de sympathisants, d'électeurs qui se posent la question de cette élection présidentielle et qui n'ont pas envie qu'on les prive de ce débat. Nicolas Sarkozy a été président de la République, c'était un bon président, j'ai été son ministre, c'est mon ami, et c'est lui qui choisit le moment où il veut s'exprimer. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Je sais en tout cas qu'il a toujours été fidèle à cette famille politique. Alors néanmoins, Valérie Pécresse est plutôt en baisse dans les sondages. Il y a un tandem qui est en train de faire la course en tête, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon juste derrière. Elle est condamnée à se battre pour la 4e place. Vous voyez bien que tout bouge dans ces sondages depuis des semaines et des semaines. Ouais. Les uns montent, les autres descendent. Moi j'aime bien le sport, vous savez. J'ai même passé 10 ans de ma vie à organiser des Jeux Olympiques à Albertville avec Jean-Claude Killy. Et donc je vous recommande une chose, c'est de ne pas siffler la fin du match avant la vraie fin. Et puis pas de jouer le match d'après non plus. Donc nous sommes dans un match, il n'est pas terminé, il reste une dizaine de jours, il va se passer plein de choses, il s'est passé plein de choses depuis 10 jours, et je pense qu'il va se passer plein de choses dans les 10 jours qui viennent. Et moi, ce que je peux vous dire de Valérie Pécresse, puisque je suis à ses côtés, c'est que je crois en elle. Elle a un projet, sans doute le meilleur projet, le plus construit. C'est le projet d'alternance la plus crédible et la plus sérieuse face au pouvoir sortant. Elle a l'énergie, elle a l'autorité, elle a la résilience. Vous voyez bien, tous les coups lui sont donnés, rien ne lui a été épargné depuis des semaines et des semaines, et elle montre de l'autorité dont on a besoin pour diriger la France. Et puis moi, je suis quelqu'un de loyal. Est-ce que vous pensez, comme certains dans votre famille, de nombreuses personnes dans votre famille politique, qu'Emmanuel Macron est surcoté, qu'il est surévalué aujourd'hui dans les sondages? À coup sûr, quand il y a une crise, celle du Covid d'abord, qui n'a pas d'ailleurs été bien gérée, me semble-t-il, par notre pays pendant 2 ans, et puis cette guerre épouvantable en Ukraine, dont j'espère que nous allons parler, celui qui est au pouvoir peut rassurer à une sorte de prime de légitimité, mais pour autant, il faut que le débat ait lieu. C'est ça d'ailleurs que les Français attendent. Et je mets en garde contre toute tentative de masquer ou de détourner ou d'esquiver le débat. Les Français ont droit à cette respiration démocratique que constitue l'élection présidentielle. Et s'ils en sont privés, si on esquive ce débat, si on le refuse, il y a tellement de grands sujets. L'autorité, la sécurité publique, le chômage, le manque de compétitivité de notre pays, les finances publiques dont on parle l'endettement dont personne ne parle, le commerce extérieur qui s'est effondré. Enfin, notre pays ne va pas bien. Il n'a pas été bien géré depuis 5 ans. Et je pense que ce sont des questions qu'il faut poser. Il y a plein de, sans parler du changement climatique, qui est des grands défis globaux qu'on ne peut pas aborder tout seul. C'est pour ça que je suis européen en plus d'être patriote, parce que je pense qu'il y a des défis ou des challenges qu'il faut aborder ensemble. Valérie Pécresse a reconnu cette semaine, en début de semaine, que son meeting du Zénith était raté devant des chefs d'entreprise, c'était à Lille. En quoi le meeting de samedi sera différent? Comment... Je pense que dans une campagne, on tire toujours des leçons, et elle est elle-même, et elle convainc quand elle est directe, quand plutôt que de dire un grand discours, elle parle aux gens, donc je pense qu'elle tirera les leçons, et je lui fais confiance. Encore une fois, c'est une femme d'autorité, elle l'a prouvé en Île-de-France, elle l'a prouvé comme ministre, et elle le prouve en ce moment dans la campagne. Franchement, je suis à ses côtés pour cette raison aussi. Au-delà de la loyauté que je vous indiquais tout à l'heure, c'est parce qu'elle montre qu'elle a la capacité, la ténacité, l'autorité, les qualités dont on a besoin pour être à la hauteur de cette fonction suprême de chef de l'État. Donc vous êtes pleinement concentré sur la fin de cette campagne. Néanmoins, je vous repose la question, cette absence de Nicolas Sarkozy, certains y voient les prémices d'une peut-être future alliance entre la République En Marche et les Républicains. Alliance qu'Éric Ciotti rejette de nouveau ce matin dans les colonnes du Figaro. Est-ce qu'il faut craindre une scission d'LR avec une partie qui irait rejoindre l'extrême droite, cette union des droites qu'Éric Zemmour appelle de ses voeux? Je comprends que vous posiez ces questions. C'est trop tôt pour en parler? Encore une fois, ne jouez pas le match d'après avant la fin de ce match. Et encore une fois, il peut y avoir de grandes surprises d'ici la fin de ce match, dans les 10 jours qui viennent. Notre famille est unie, elle a montré dans des moments difficiles depuis 5 ans, en gagnant les élections municipales, départementales, régionales, sénatoriales. Et je pense qu'elle restera unie, même s'il y a des diversités dans cette famille. Des gens qui sont plus européens, plus souverainistes, plus libéraux, plus progressistes, plus nationaux. C'est la force de notre famille politique
de ressembler à la France. Et quand on ressemble à la France, on peut gagner. Donc ne préjugez pas ce qui va se passer. Et surtout, ces combines ou ces combinaisons, franchement, quand on regarde les problèmes des Français, leurs inquiétudes, leurs angoisses et leurs espérances aussi, je pense qu'elles n'ont pas beaucoup d'importance. Vous évoquez l'Ukraine, vous avez été ministre des Affaires étrangères, vous avez été négociateur de l'Union européenne pour le Brexit. Vous avez d'ailleurs publié un livre très récemment à ce sujet. La Russie a annoncé un cessez-le-feu à Mariupol. L'Élysée se dit très prudent. Faut-il croire les Russes? On va croire si le cessez-le-feu est effectif et si cette ville martyre de Mariupol est enfin épargnée, ou ce qu'il en reste, et les gens qui sont encore prisonniers de cette ville, pour pouvoir en sortir. Et donc, il faut espérer que ce soit vrai. Avant-hier, il y avait un espoir que les pourparlers puissent Oui, mais ça va prendre du temps. Ouais. Tant mieux s'il y a des signaux positifs qui montrent que M. Poutine revient à la raison. Et la raison, c'est le plus vite possible d'établir un cessez-le-feu, qui est la condition pour commencer de vraies négociations et peut-être mettre en œuvre cette idée, d'ailleurs que Valérie Pécresse a proposé l'une des toutes premières au mois de janvier dans un article du Monde, cette idée d'une conférence européenne ou pan-européenne sur la sécurité et l'architecture de sécurité sur notre continent, où tout le monde soit là, tout le monde doit être présent, on parle de tous les sujets, y compris d'ailleurs de sujets qui sont importants pour la Russie, comme la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, la sécurité, l'intégrité territoriale de tous les pays, la protection dont chaque pays européen a besoin, et puis enfin les conditions de la stabilité avec de nouvelles institutions qui garantissent un nouveau traité, notamment un Conseil de sécurité en Europe. L'Europe a affiché un front uni contre la Russie. Néanmoins, la Russie a de nouveau répété hier, par la voix du président de son Parlement, que les Européens devaient payer le gaz russe en roubles. Est-ce que ça peut être une raison de division au sein des Européens, cette question du gaz russe? Toutes les questions sont difficiles, vous le voyez bien. Ce n'est pas la première crise que nous affrontons. Il y a eu la crise financière de 2008, dont on n'a pas d'ailleurs fini de payer les conséquences. Il y a eu le Brexit, qui est un échec de l'Union européenne et qu'on a géré dans l'unité. Je peux en témoigner, et j'ai raconté cette négociation dans mon livre. Il y a eu la crise de la migration, il y a eu la crise du Covid, et puis aujourd'hui, il y a cette guerre. Voilà 5 crises que l'Union européenne a affrontées et plutôt bien affrontées, en tirant les leçons, parfois en défensive, mais en tirant des leçons pour l'avenir. Et donc cette question de payer l'énergie en roubles, elle sera réglée par l'Union européenne. Mais ce que j'observe, c'est que les Européens sont en train de tirer les leçons, à la fois pour être moins dépendants de l'énergie russe, du gaz et du pétrole russe, pour être plus indépendants sur le plan de leur sécurité, tout en étant dans l'Alliance Atlantique. Nous devons augmenter notre effort d'équipement et d'investissement militaire, et puis indépendants sur le plan alimentaire et sur le plan agricole. Et là, on a un problème aussi avec les décisions du gouvernement actuel, qui a accepté une forme de décroissance agricole proposée par la Commission européenne. Je pense qu'il faut absolument renverser la tendance et produire plus en produisant mieux. Sur l'Ukraine, Michelle Bachelet, la haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, a évoqué hier des crimes de guerre commis en Ukraine dans un long réquisitoire contre des actions menées notamment par l'armée russe. Alors, elle n'a pas exonéré non plus les forces ukrainiennes. Quelle position, quel discours faudra-t-il tenir vis-à-vis de Vladimir Poutine pour qu'il rende compte? Le discours de la vérité, j'ai vu la déclaration de Michelle Bachelet, et il faudra que les moyens soient mis sur place et les preuves soient apportées. Dieu sait s'il y a beaucoup de preuves de ces exactions et de ces crimes. Regardez à Mariupol ce qui s'est passé. C'est une guerre qui a quasiment lieu en direct via notamment les réseaux sociaux. Tout est filmé. C'est la grande nouveauté par rapport au conflit précédent et même au conflit plus récent je pense, avec le conflit des Balkans, où on voit les choses en direct, et on voit ces horreurs en direct. Et donc, oui, je pense qu'il y a des crimes de guerre et qu'il faudra les constater, en faire la preuve, et que ceux qui les ont commis soient poursuivis. Merci Michel Barnier.